Bonjour, nous sommes en 2022 dans l'IDA. Je me présente, je m'appelle Pierre Jean, je suis titulaire d'une maîtrise en théologie biblique et d'un master en théologie et philosophie catholique et diplômé de l'IDA. L'IDA m'a demandé de prendre en main cette série de vidéos, dont celle-ci est la 31e. Comme j'aime à le rappeler, nous sommes ici en logique philosophique à l'école d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. L'instrument appelé logique ou organon est une méthode de raisonnement en instrument inventée par Aristote. Toutefois, il faut bien distinguer la logique mathématique de la logique philosophique, qui, bien que sous-tendue par la logique mathématique, s'intéresse non seulement à l'élaboration d'un raisonnement correct, mais à la recherche d'une vérité première, en portant son analyse sur le réel par une vérification des prémices. C'est pour cela qu'on l'appelle grande logique ou logique philosophique. La démarche de la philosophie étant destinée à la recherche d'une vérité première, dont la véracité doit se retrouver dans tous les prémices, en vue d'obtenir ainsi un caractère universel. Nous allons voir dans cette 31e vidéo la question de la morale comme finalité de la vie humaine. L'homme, par sa volonté libre, décide lui-même de ses actes, ce qui entraîne par là la responsabilité, donc sa responsabilité, qui est celle de se diriger vers son vrai bien. C'est en cela que consiste la vie morale. Il faut bien prendre en considération que la morale naturelle est fondée sur notre nature humaine, dont elle est la conséquence, et donc connaissable comme cette nature humaine par nos moyens naturels de connaissance, l'expérience et le raisonnement, accessible à tout homme usant bien de sa raison humaine. Nous ferons une distinction concernant le christianisme lorsque nous ferons allusion à la morale surnaturelle, dite chrétienne, fondée sur la destinée surnaturelle de l'homme, qui n'est rendue connaissable que par la révélation et la foi chrétienne. Les actes volontaires libres de l'homme vers le vrai bien humain appartiennent au domaine pratique. C'est pourquoi, pour bien distinguer le domaine de la morale, il convient préalablement de préciser la distinction entre ces deux formes d'exercice de l'intelligence humaine, son exercice spéculatif ou théorique et son exercice pratique. Dans le domaine spéculatif ou théorique, l'intelligence ne vise qu'à connaître quoi? Eh bien, la réalité telle qu'elle est, et c'est le domaine de pure connaissance dont nous avons expliqué la nature. Le mot spéculatif, de même racine que le mot spectacle, vient du verbe latin, qui signifie regarder, et le mot théorique vient du verbe grec, qui a aussi cette même signification, ceci rendant ces deux termes à peu près équivalents. Dans le domaine pratique, l'intelligence vise en éclairant par là la volonté et la décision à diriger l'action vers sa fin. C'est donc le domaine de la connexion entre connaissance et action, d'où l'être intelligent par sa volonté libre, qui résulte de son intelligence, se meut lui-même vers des fins connues par cette intelligence et par là agit en des actes volontaires libres selon des jugements de l'intelligence. Le mot pratique vient du mot grec qui signifie action. Par exemple, la biologie est science spéculative ou théorique. Elle ne vise qu'à connaître l'organisme vivant tel qu'il est. Mais la médecine est science pratique, car elle recherche comment agir pour le bien de cet organisme en vue de sa santé. Cela démontre que le domaine pratique présuppose le domaine spéculatif. Mais la première chose est de pouvoir discerner où se trouve le bien à vouloir et comment agir pour se diriger vers ce bien. Par exemple, la médecine présuppose
les connaissances de la biologie. De même, la morale ne pourra découvrir où se trouve le vrai bien de l'homme et comment agir pour se diriger vers lui qu'en connaissance de la nature humaine. Et c'est ainsi que la morale présuppose la philosophie spéculative. Quand nous avons étudié le jugement, il s'agissait du jugement spéculatif portant sur la connaissance en tant que telle. Et nous avons alors démontré que ce qui en constitue le centre est la nature. Et le verbe être, c'est parce qu'il ne s'y agit là que de connaître la réalité, mais la réalité telle qu'elle est. Mais ce qui est le centre, qui constitue la nature du jugement pratique, est le verbe falloir ou devoir, parce qu'il s'agit de diriger l'action. Le jugement spéculatif dit ce qui est, le jugement pratique dit ce qu'il faut faire, ou ce que l'on doit faire. C'est pour cela que le jugement pratique est appelé normatif. Ce qui veut dire qu'il donne une direction, une norme, une règle à l'action, et qu'il est recteur de l'action. Nous avons vu en étudiant le jugement spéculatif que sa vérité est sa conformité à quoi? À la réalité à connaître telle qu'elle est. Précisément parce qu'il n'a pas d'autre fonction que celle de connaître, mais la vérité du jugement pratique est dans sa conformité au bien vers lequel sa fonction est de diriger l'action. Ce qu'il dit de faire dirige effectivement vers le bien voulu. Sa vérité consiste dans la rectitude de sa direction vers ce bien. Par exemple, le jugement médical est vrai si ce qu'il dit de faire sert effectivement à la santé. Nous avons vu que c'est toujours l'objet qui est spécificateur, qui détermine la nature parce qu'il est cause formelle, et c'est pourquoi rien n'a sa rectitude que dans la conformité et la soumission à l'objet. Toute saine philosophie est objectiviste. Dans le domaine spéculatif, et la réalité à connaître telle qu'elle est, il y a réalisme quand elle est vraiment connue, telle qu'elle est. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'il faut une intransigeance absolue pour ne jamais se laisser détourner d'affirmer la vérité telle qu'elle est. Mais dans le domaine pratique, l'objet, c'est le bien. À obtenir ou à réaliser. Et le réalisme est de faire tout ce qui permet d'y parvenir effectivement. Ce n'est donc plus sur les affirmations, mais sur la réalisation de l'action capable de parvenir effectivement à la fin voulue, dont on ne doit jamais se détourner, sous aucun prétexte. Par exemple, le médecin doit être intransigeant de manière absolue sur ce qu'il convient en matière de santé. Nous avons également démontré que dans le domaine spéculatif, l'affirmation absolument première incluse dans toutes les autres et que toutes les autres supposent est le principe d'identité, affirmant quoi? Eh bien que toute chose est ce qu'elle est. Dans le domaine pratique, ce qui est inclus en toute affirmation est supposé par elle et de se diriger vers le bien et de se détourner du mal, ce qui n'est que la traduction pratique du principe de finalité, qui est le fondement de tout ordre pratique, et dont l'énoncé spéculatif est que toute action se dirige vers quoi? Vers sa fin. Voilà. Nous allons maintenant aborder la subdivision du domaine pratique. Dans tout le domaine pratique, l'intelligence est rectrice de l'activité humaine pour la diriger vers le bien qui est sa fin. Mais deux cas se présentent. Dans le premier cas, on emploie le verbe agir pour désigner l'activité dirigée par l'intelligence, la fin de cette activité étant le bien ou la perfection de l'homme qui lui-même qui agit. Le réalisme est dans ce cas que l'homme obtienne vraiment ce qui est bon pour lui. Le jugement pratique est alors vrai
s'il dirige effectivement notre activité vers notre bien authentique. C'est évident, et c'est évidemment dans ce premier cas que se situe la morale, qui est la direction de la conduite humaine vers le vrai bien humain. Mais pour préciser davantage la nature de la morale, il faut la distinguer des sciences pratiques particulières, qui recherchent quelques biens particuliers de l'homme, comme la médecine qui recherche la santé. C'est là vraiment un bien pour l'homme, mais un bien qui, comme nous le verrons par la suite, doit demeurer subordonné au bien absolu et parfait de l'homme. Ce qui définit complètement la morale est de rechercher le bien, ce bien absolu et parfait de l'homme, auquel tous les autres biens doivent être subordonnés, et que nous appellerons par la suite la fin dernière de l'homme. Et c'est quand nous aurons établi cette notion de fin dernière que la notion de la morale elle-même, qui est la direction vers elle, deviendra tout à fait précise. De là résulte que dans l'ordre pratique où tout doit être subordonné au bien absolu et parfait de l'homme, que recherche la morale, celle-ci est la science fondamentale rectrice de toutes les autres sciences, comme nous avons vu que tel était le cas de la philosophie dans l'ordre spéculatif. Cela entraîne quoi? Eh bien que la morale et la philosophie pratiquent de la philosophie. Et c'est pourquoi elle est la seule science pratique dont nous traitons dans cette vidéo, mais nous verrons par la suite que la philosophie pratique suppose aussi la philosophie spéculative. Dans le second cas, on emploie le verbe faire au lieu du verbe agir pour désigner l'activité dirigée par l'intelligence, parce qu'alors la fin de cette activité n'est plus le bien ou la perfection de l'homme lui-même agissant, mais la perfection d'une œuvre extérieure à lui que l'homme fait. C'est le domaine des arts, techniques et métiers. Par exemple, la sculpture n'a pas pour fin la perfection du sculpteur, mais celle de la statue, et la menuiserie n'a pas pour fin la perfection du menuisier, mais celle de l'armoire ou de la table ou du meuble qu'il conçoit. C'est le vrai bien de l'homme qui commande tout en morale. C'est la perfection de l'œuvre à faire qui commande tout dans le domaine des arts, techniques et métiers. Et c'est les exigences de cette perfection que l'artiste, l'artisan, le technicien ou l'ouvrier ne doit jamais se laisser détourner sous aucun prétexte. Le jugement est alors vrai s'il juge exactement ce qui exige de la perfection de l'œuvre à faire. La vérité pratique dans le domaine du faire est par rapport aux exigences de la perfection de l'œuvre, tandis que dans le domaine de l'agir, elle est par rapport aux exigences du bien authentique de l'homme. Nous avons fait une concession au vocabulaire contemporain en employant pour le domaine du faire la triple expression arts, techniques et métiers. Le vocabulaire ancien utilisé par saint Thomas d'Aquin employait l'unique mot art pour désigner tout cet ensemble appelé aujourd'hui arts, techniques et métiers. Ce vocabulaire ancien distinguait ainsi deux espèces d'art. Premièrement, les beaux-arts, ou art de l'artiste, auquel le vocabulaire contemporain réserve aujourd'hui le nom d'art, qui recherche comme perfection de l'œuvre sa beauté, c'est-à-dire, comme nous l'avons dit, la joie qu'elle procure en étant connue, lue, vue ou entendue. Deuxièmement, les arts utiles, ce sont ceux que le vocabulaire contemporain dénomme aujourd'hui techniques ou métiers, qui recherchent comme perfection de l'œuvre son utilité, c'est-à-dire sa correspondance à des besoins humains à satisfaire. Mais il y a aussi des arts mixtes, qui recherchent à la fois beauté et utilité, comme l'architecture et les arts du mobilier, ou du vêtement, notamment dans la haute couture par exemple. À la suite de cette explication, nous emploierons le mot art dans son sens ancien, embrassant les techniques et métiers et les beaux-arts.
Voyons maintenant le domaine du faire. Quel est-il? Ce que nous appelons art au sens ancien du mot embrassant techniques et métiers ainsi que les beaux-arts, et chez l'artiste, l'artisan ou l'ouvrier, quoi? Eh bien une capacité qu'il possède en lui de bien réaliser son œuvre, selon toutes les exigences de perfection propres à cette œuvre. Beauté dans le cas de l'artiste, utilité dans le cas de l'artisan ou de l'ouvrier, et cette capacité est possédée par lui, au point qu'il peut en disposer quand et comme il veut, à la manière de ce que j'appellerais un habitus. Comme nous l'avons déjà remarqué, il ne faudrait surtout pas substituer ce mot habitus, à ce mot habitus, le mot habitude, car l'habitude n'est qu'un automatisme, pouvant devenir quelquefois dans le domaine des arts ce qu'on appelle virtuosité, par exemple l'agilité pour un pianiste de taper sur les touches avec une grande aisance sans jamais faire de fausses notes, alors que l'art est direction de la réalisation de l'œuvre par l'intelligence qui la conçoit. Nous avons vu dans la vidéo consacrée aux vertus que les vertus et les vices sont des habitudes de la volonté disposant celle-ci à l'acte moralement bon ou moralement mauvais. Aussi pouvons-nous nous demander si les arts sont des habitudes de l'intelligence ou de la volonté. On serait tenté de répondre sans réfléchir, puisque les arts sont du domaine pratique, où l'on dirige l'action vers quelques biens de perfection, qui sont donc des habitudes de la volonté, qui est la faculté ayant pour objet propre le bien, de perfection. Mais ce serait méconnaître que cet objet propre de la volonté est le bien ou la perfection de l'homme lui-même qui agit. Et c'est ce qui fait que les vertus et les vices sont habitus de la volonté, selon que par eux, celle-ci donne la préférence à notre bien ou alors s'en détourne. L'art, au contraire, a pour objet propre la perfection objective de l'œuvre à faire, indépendamment du bien personnel de l'homme qui l'a fait, et n'est réglé que par les exigences objectives de perfection, de beauté ou d'utilité de l'œuvre considérée en elle-même. C'est pourquoi il est un habitus de l'intelligence artistique, artisane, technicienne ou ouvrière, c'est-à-dire de l'intelligence rectrice de l'œuvre à faire, dirigeant celle-ci vers quoi? Vers sa perfection objective. Selon quoi? Selon les exigences propres de cette perfection. On objectera peut-être que la perfection de l'œuvre est voulue par l'homme comme un bien pour lui. Ceci entraîne que c'est la volonté qui décide d'appliquer l'art à réaliser cette œuvre, comme elle décide d'appliquer l'intelligence à considérer ce dont elle a la science. Mais l'art ainsi mis en œuvre par la décision de la volonté a pour objet propre, non pas comme la volonté le bien que l'homme peut trouver pour lui, en la perfection de cette œuvre, mais cette perfection elle-même, en tant qu'elle appartient objectivement à l'œuvre, et indépendamment de l'homme, et c'est pourquoi l'art n'est pas habitus de la volonté, mais de l'intelligence. Cette affirmation que l'art est habitus de l'intelligence entraîne des conséquences fort intéressantes si nous considérons que, mis à part la poésie, la plupart des arts sont des habiletés manuelles, non pas des automatismes du domaine de l'habitude, comme les virtuosités, auxquelles nous avons fait allusion déjà, mais d'authentiques habiletés. Et ceci est vrai même des beaux-arts, car par exemple la peinture est bien habileté du peintre, maniant le pinceau, mais l'inhabileté de celui-ci pourrait lui faire concevoir un tableau médiocre. L'idée ne suffit pas à réaliser l'œuvre. Nous constatons que les véritables habiletés manuelles qui n'existent pas chez les animaux, même ceux qui ont des mains, comme les singes, sont des aptitudes de l'intelligence, mais ce fait est inconciliable avec le dualisme cartésien, critiqué dans des vidéos précédentes,
qui, séparant l'âme et le corps, oppose travail intellectuel et travail manuel ou corporel. Nous y trouvons donc la confirmation que toute activité humaine procédant de l'unité de l'être humain est inséparablement corporelle et spirituelle. Nous l'avons vu dans la vidéo, notamment consacrée à l'âme humaine, que je vous invite bien sûr à revoir. Dans le cas de l'habileté manuelle qualifiée, eh bien, le cas des habiletés manuelles qualifiées n'est pas l'intelligence, sans laquelle il n'y aurait pas d'authentique habileté manuelle qui anime et dirige les gestes des mains. Nous parlons ici des mains parce que c'est le cas le plus fréquent. Mais les arts peuvent mettre en jeu tous les membres et tous les organes, comme dans le cas de la danse, ou de l'acrobatie, ou comme l'art de l'acteur qui fait à la fois des gestes et des attitudes. On dit que l'acteur a l'intelligence de son rôle, mais ce n'est pas celle du professeur qui fera un cours pour l'expliquer une pièce de théâtre, ou du critique qui lui consacrera un livre, mais qui serait plutôt incapable de la jouer, car s'il s'agit d'une intelligence du rôle incarné et vécu dans la voix, les gestes, les attitudes et le corps tout entier, bien sûr que ce sera difficile ensuite pour celui qui écrit la pièce d'incarner tout cela. Seul l'acteur peut le faire. Ce que nous venons de dire entraîne quoi? Eh bien que la haute valeur humaine des habiletés manuelles qualifiées, puisqu'elles sont vraiment des aptitudes de l'intelligence, et c'est une grave erreur ici du dualisme de Platon ou de Descartes, donc, de vouloir continuer à vouloir les mépriser. Il ne s'agit pas de méconnaître l'intelligence spéculative, mais de reconnaître que l'habileté manuelle qualifiée est authentiquement l'œuvre de l'intelligence humaine. Si l'on consulte l'histoire et surtout la préhistoire, on constate que bien avant l'essor de l'intelligence spéculative, l'intelligence humaine se différencie de celle de l'animal par la fabrication d'armes et d'outils et un commencement de création artistique que l'on retrouve sur le mur des grottes, sur les pierres et les bois sculptés, dans les chants, les premiers instruments de musique et dans les danses. Selon le vocabulaire latin, l'homme a été faber, c'est-à-dire celui qui fait avant d'être sapiens, celui qui sait. De nos jours encore, ceux qui ont des aptitudes dominantes pour faire un ouvrage de leurs mains sont beaucoup plus nombreux que ceux dont les aptitudes dominantes sont du domaine de l'intelligence spéculative. De là résulte d'ailleurs l'erreur des programmes d'enseignement qui veulent faire passer tous les enfants par de longues années d'études exclusivement théoriques, en remettant à plus tard, c'est-à-dire en général souvent trop tard, leur apprentissage manuel. Les arts d'utilité, appelés aujourd'hui techniques et métiers, bien qu'ils soient des habitudes de l'intelligence, artisanes, techniciennes ou ouvrières, sont exclusivement pratiques puisque la perfection qu'ils recherchent dans leurs œuvres est uniquement leur aptitude à servir des besoins humains. Mais devant une œuvre réussie, ils peuvent aussi être considérés comme participation aux arts d'utilité. Les beaux-arts sont certainement pratiques en ceci, c'est qu'ils n'ont d'existence que dans la capacité effective de réaliser l'œuvre belle, mais ils sont inséparablement spéculatifs parce que l'œuvre belle n'est belle que dans son aptitude à être contemplée et donner de la joie, et il y aura ainsi de la joie en cette contemplation de l'amateur, du lecteur ou de l'auditeur, eh bien, parce qu'il y a eu d'abord contemplation de l'artiste, contemplant l'œuvre à faire dans la conception même qu'il a en son intelligence. Cette conception est inséparablement directrice de la réalisation de l'œuvre belle et contemplative de cette beauté. C'est à cet aspect spéculatif, intuitif
et non discursif, comme nous l'avons dit, et contemplatif, que les beaux-arts doivent leur supériorité aux arts d'utilité. La différence que nous venons de marquer entre arts d'utilité exclusivement pratiques et beaux-arts inséparablement spéculatifs et pratiques entraîne une conséquence. Les arts d'utilité ont des règles strictes qui sont les exigences de leur adaptation aux besoins qu'ils veulent satisfaire et ne sont plus arts s'ils dévient de cette règle. Mais la beauté, qui est analogue et non équivoque, parce qu'elle participe à l'infini de l'être et du bien, est susceptible de formes de réalisation indéfiniment variées, comportant et même exigeant de perpétuel renouvellement, d'où l'erreur de tout académisme tendant à emprisonner les beaux-arts en des règles d'école obligeant à reproduire un certain type de beauté. Au contraire, les plus grands artistes et surtout les artistes de génie ou inspirés sont vraiment créateurs dans la mesure où ils ne reproduisent pas les formes de beauté réalisées par leurs devanciers, même en y ajoutant leur marque personnelle, mais conçoivent quelques formes de beauté entièrement nouvelles. Ceci ne veut pas dire que les beaux-arts n'ont pas de règles, mais ce sont des règles qui ne se donnent à eux-mêmes, qui ne leur sont jamais imposées, parce qu'elles sont immanentes à la conception même de l'artiste, en étant purement et simplement ce qu'il faut pour réaliser une telle conception. Il peut arriver qu'un artiste de génie suive des règles d'école, par exemple Racine, celle de l'Alexandrin. Bien. Mais il les a alors épousées au point qu'elles ne lui sont plus alors données de l'extérieur, mais sont devenues siennes, c'est-à-dire intérieures à sa conception créatrice, et inséparablement de cette même conception. Prenons pour une meilleure compréhension un alexandrin de Racine. Lorsque Pyrrhus, tout à son amour pour Andromaque, va jusqu'à lui proposer de rebâtir les murs de Troie, détruits par les Grecs, Andromaque, qui n'écoute que son amour pour Hector, s'écrie « Sacré mur que n'a pu conserver mon Hector ». Dans ce passage, on voit Racine modifier la règle des Alexandrins pour mettre en évidence l'amour d'Andromaque pour Hector. On voit comment la beauté peut ne pas se soumettre aux règles de l'Alexandrin classique, mais s'incorporer ses propres règles. Ceci est la forme de beauté poétique, comme par exemple dans Peggy, s'exprimant en alexandrin classique dans Ève, et autrement dans Jeanne d'Arc et son adieu à la Meuse. Dans tous les beaux-arts, la vision intellectuelle de l'intelligence de l'artiste conçoit l'œuvre et contemple la beauté en cette conception qui est par là intuitive en son origine, même si elle doit au cours de la réalisation s'expliciter discursivement. Mais ceci est plus vrai encore dans le cas de la poésie, parce que comme nous l'avons déjà dit, les éléments dont celle-ci réalise l'ordonnance sont des mots qu'elle ne prend pas seulement comme vus par le lecteur ou entendus par l'auditeur, mais surtout, et cela même quand elle se fait pour une part, des saints chez Mallarmé ou musique chez Verlaine, avec leur signification, c'est-à-dire avec une charge spirituelle, incluse en eux, voilà. L'ordonnance du poème assume à la fois le sens des mots et l'image verbale chargée de ce sens qui y a sa place par elle-même. Cela au point que le poète ne peut pas arbitrairement remplacer un mot par un synonyme, par un autre, ayant la même signification, ce qui est évident en prosodie classique du point de vue du nombre de pieds ou de la rime, mais ce qui demeure vrai indépendamment de telles règles en toute forme de poésie. En toute poésie authentique, les mots prennent place avec leur signification, sinon elles ne seraient plus qu'une forme de dessin que l'on pourrait appeler poésie écrite, ou de musique que
que l'on pourrait appeler poésie lue. La poésie est ainsi de la part du poète, d'abord de la part ensuite de l'amateur, qui saisit et goûte la conception du poète, en y communiant du plus profond de lui-même. Mais nous avons déjà dit que ce n'est pas l'ordonnance d'un raisonnement, c'est l'ordonnance d'une œuvre réalisée par le poète. Le mot poète vient du verbe faire en grec, de sorte que étymologiquement le mot poésie pourrait embrasser tous les arts. On la restreint à ce que nous appelons poésie, parce que le faire, ce qui appartient à l'intelligence humaine, qui la manifeste le plus, est le faire avec des mots. Mais ce qui distingue l'ordonnance de la poésie de celle qu'on peut trouver dans la prose de l'écrivain ou de l'orateur, est une certaine forme de beauté qui est propre à la poésie. Mais qu'est-ce donc cette forme de beauté jaillissant de la conception du poète qui s'exprime en elle, communiant au lecteur ou à l'auditeur capable d'y communier une joie spirituelle, exaltante et enthousiasmante? La conception du poète, ordonnant les mots et leur signification, même si elle inclut en elle l'ordonnance intelligible d'un raisonnement, ou est explicitée ou analysée par la suite par un raisonnement, ne se réduit en aucun cas, si la poésie est authentique, à cette ordonnance intelligible qui pourrait s'exprimer en prose. Elle jaillit donc de quoi? Eh bien des profondeurs spirituelles inconscientes de l'âme, en une communion, une résonance, une harmonie intérieure à un mystère des choses, dont la luxuriance déborde de ce qu'elles ont d'intelligible pour notre intelligence discursive, et qui ne peut être connu par nous qu'en étant exprimé dans et par cette connaissance poétique, éveillant en nous l'émotion créatrice du poème que celui-ci communique. Cela explique également qu'une certaine poésie cachée, donc non exprimée avec des mots, soit immanente à toute l'œuvre des beaux-arts qui atteint le niveau du génie, par exemple à la peinture de Rembrandt, de Chardin, de Corot, de Van Gogh ou à la musique de Mozart, de Debussy, de Messiaen, mais un peintre qui porte en ses profondeurs spirituelles inconscientes la conception poétique que nous venons d'expliquer, la porte parce que le peintre s'exprime en lignes et couleurs, qui sont le mode d'expression par lequel il conçoit et s'exprime. Cézanne s'exprime et exprime toutes ses profondeurs spirituelles en peignant une pomme. Mais quand cette pomme est peinte, il y a en elle beaucoup plus qu'une pomme. Il y a un véritable mystère de luxuriance, de l'être, que cette pomme porte en elle et que le peintre véritablement dit, bien comment ça, et bien en ligne de couleur. Une pomme peinte par Cézanne est plus religieuse qu'une vierge peinte par Bouguereau, car à qui sait regarder le tableau de Cézanne, il est visible que cette pomme est création de Dieu, que sa richesse d'être ne vient pas d'elle, mais de Dieu, mais c'est dit en une ordonnance des lignes et des couleurs, jaillit des profondeurs de l'esprit du peintre. Nous avons dit que la morale est rectrice de tout le domaine pratique. Bon. Comment peut-elle l'être vis-à-vis de l'art dont nous venons d'expliquer qu'il n'a pas pour fin le bien de l'homme que recherche la morale, mais la perfection objective de l'œuvre indépendamment de l'homme qui l'a fait? Pour résoudre ce problème, il faut bien distinguer ce que le vocabulaire latin appelait d'une part la finis operis, c'est-à-dire la perfection propre à l'œuvre lui convenant selon sa nature, et d'autre part la finis operantis, c'est-à-dire la finalité voulue par l'homme qui fait cette œuvre,
Par exemple, pour le menuisier qui fait un meuble, la finis operis, c'est la perfection du meuble. Et la finis operandi, c'est de gagner sa vie pour sa famille. Elle est du domaine du bien de l'homme qui fait l'œuvre. L'artiste en tant que considéré selon l'exercice de son art, qui n'a aucune autre finalité que la perfection de l'œuvre. Par cette perfection de l'œuvre, il est par là totalement indépendant de la morale, dans la mesure même où la perfection objective de l'œuvre est indépendante du bien de l'homme qui l'a fait. L'artiste qui fait une œuvre moralement très édifiante, eh bien, est peut-être un mauvais artiste. Par exemple, la sainteté imminente de Louis-Marie Grignon de Montfort n'a pas empêché qu'il soit un mauvais poète en raison de la mauvaise qualité poétique de ses poèmes. Un bon artiste peut faire une œuvre perverse si elle est belle, comme par exemple Gide ou Monterland. Nous pouvons dire que l'artiste en tant qu'artiste est totalement libre de tout ce qui n'est pas les exigences propres à la perfection de l'œuvre, et qu'au contraire, celle-ci, commande son art, le détermine. Le seul réalisme de l'art est de se conformer à toutes les exigences de perfection de l'œuvre pour réussir effectivement celle-ci, en ce qu'elle réclame de beauté ou d'utilité. C'est donc une conception très fausse de confondre le réalisme de l'art avec celui de la connaissance spéculative, d'imaginer que l'art serait réaliste en copiant exactement la nature, par exemple le roman en décrivant tous les détails de la réalité, la musique en imitant les bruits de la nature, ou la peinture en étant ressemblante à la manière d'une photographie. Une peinture peut exprimer, avec grand réalisme d'ailleurs, la conception du peintre en étant dans l'harmonie de lignes et de couleurs, sans chercher pour cela à représenter quelque réalité de la nature. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui d'ailleurs la peinture non figurative. Si une peinture veut être un portrait, les exigences de perfection propres à l'œuvre comportent alors qu'elle exprime quelque chose du modèle. Mais ce ne serait plus à la manière d'une photographie, car ce qu'elle exprimera comme peinture, c'est-à-dire comme couleur disposée sur une surface, sera la vision que le peintre a de ce modèle et sa conception créatrice de l'ordonnance des lignes et des couleurs par laquelle il la représente. La vision qu'a le peintre en regardant un paysage est la conception intérieure dans son esprit d'une disposition de lignes et de couleurs à ordonner sur une toile. Peut-être nous objectera-t-on l'adage d'Aristote affirmant que l'art limite la nature, mais ce ne serait pas bien le connaître et le comprendre, car il n'a jamais voulu dire que l'art doit copier la nature, ce qui exclurait l'art du vitrail ou du tapis persan. Mais ce qui est tout à fait différent, que l'art ne peut réaliser son œuvre qu'en empruntant ses moyens de réalisation à la nature des choses, selon les voies propres à cette même nature, par exemple, que le musicien est astreint à utiliser les lois physiques, des cordes vibrantes, et que le peintre ne peut ignorer que le violet complémentaire du jaune. Mais l'artiste n'est artiste que parce qu'il est homme. Et il y aurait donc grave erreur à refuser de considérer l'artiste en tant qu'homme. Or, l'artiste en tant qu'homme doit être considéré en fonction de son bien d'homme, dont la morale lui fait connaître les voies de réalisation. Son art fait alors partie de l'ensemble des activités qu'il exerce comme homme et doit en tant qu'activité de l'homme être subordonné par lui aux exigences du vrai bien. L'art ne fait donc pas exception à l'affirmation que la morale est rectrice de tout l'ordre pratique, mais elle ne le régit qu'en tant qu'il est activité exercée par l'homme, subordonnée par lui à son bien humain,
et non dans sa ligne propre dirigée vers la seule perfection de l'œuvre. Prenons un exemple. L'artiste qui réaliserait une œuvre excitante au crime serait peut-être bon artiste si cette œuvre était réussie. Mais par contre, cela ne l'empêcherait pas qu'il soit criminel, en ayant en tant qu'homme voulu réaliser une œuvre criminelle. Ceci démontre que l'art s'enracine dans la nature humaine. La perfection de l'œuvre ne serait jamais voulue par l'homme si celui-ci ne se trouvait pas en quelque bien humain. Dans le cas des arts d'utilité, c'est bien évident puisque la perfection de l'œuvre consiste précisément dans les besoins humains à satisfaire. Le problème moral est alors la subordination de ces besoins au vrai bien de l'homme. L'œuvre réussie des techniques et des métiers peut faire bon ou mauvais usage. L'avion peut transporter des médicaments ou être utilisé pour la guerre. Dans le cas des beaux-arts, le bien humain qui se trouve dans la beauté de l'œuvre est la joie exaltante qu'elle apporte à l'homme. Il y a là une haute valeur humaine, mais la morale devra considérer si et comment elle doit être subordonnée à des valeurs supérieures. Il peut arriver aussi dans ce cas des beaux-arts que quelques biens humains se trouvent incorporés à la nature même de l'œuvre, comme élément constituant sa beauté, parce que c'est ainsi que celle-ci a été conçue et voulue. Le cas le plus frappant est celui de l'art sacré, où les exigences de culte et ses règles liturgiques sont incorporées à la nature de l'œuvre et doivent faire partie de sa beauté. Il en est ainsi de tout art qui veut communiquer une vérité, propager un bien ou servir quelque réalisation sociale. Le musicien qui compose un hymne national incorpore à sa beauté quelques exaltations du patriotisme, ou s'il compose un chant militaire, quelques exhortations à l'audace ou à la bravoure. Il peut arriver même que la nature de l'œuvre d'un art la mette en dépendance de celle d'un autre art. Exemple, l'acteur doit jouer l'œuvre comme l'a conçu l'auteur. De plus, il y a dans le cas des beaux-arts un lien plus profond entre l'artiste en tant qu'artiste et l'artiste en tant qu'homme, parce qu'il s'enracine dans la conception même de l'œuvre. C'est ce que cette conception issue, comme nous l'avons vu, des profondeurs spirituelles de l'artiste, n'est pas indépendante de la formation qu'il a reçue comme homme, grâce à laquelle il s'est développé. Les convictions de l'artiste, sa vie familiale, sociale, morale, religieuse, tout ce qui le pénètre et le marque profondément l'œuvre, retentit dans la conception de son œuvre, est inclus en elle. Dans le cas d'un artiste chrétien qui vit profondément de sa foi, celle-ci sera inhérente à la conception même de son œuvre. Nous avons cité Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dont la sainteté ne l'a pas empêché d'être un mauvais poète, à la différence de Saint François d'Assise et de Saint Jean de la Croix, qui sont parmi les plus grands poètes de tous les temps et qui ont écrit des poèmes inspirés par leur foi. La peinture de Fra Angelico est intégralement chrétienne. Cela demeure vrai même quand il ne s'agit pas des scènes du moment, mais qu'il s'agit d'hommes dont l'inspiration artistique s'enracine dans les profondeurs d'une foi authentique, comme Dante, Peggy, Claudel en poésie, Rembrandt et Gréco en peinture, Handel, Bach en musique et César en sculpture. Il n'est pas nécessaire pour qu'une œuvre soit chrétienne qu'elle soit du domaine de l'art sacré dédié au service du culte, ni qu'elle traite d'un sujet religieux, mais il faut que son inspiration jaillisse de la foi de l'artiste et en soit imprégnée. Il est encore moins nécessaire qu'elle soit moralisante, mais il faut qu'elle se situe dans un univers de lutte entre le péché et la grâce, où le bien peut être décrit à la manière la plus réaliste en vue de se déployer largement, pourvu que la grâce soit présente et sincère pour le racheter,
dans un univers de rédemption. En ce sens, l'œuvre de Dostoïevski est chrétienne, celle de Baudelaire aussi. De la même manière, la conception de l'artiste n'est pas indépendante de la patrie, de la civilisation, de la culture qui l'ont formée. C'est pourquoi les œuvres les plus universelles par leur portée humaine, de tous les temps et de tous les lieux, sont pourtant bien de leur temps et de leur pays. Quoi de plus grec qu'Échille ou Sophocle, de plus latin que Virgile, de plus espagnol que Cervantes, de plus français que Racine, Molière, La Fontaine, Musset ou Peggy, de plus allemand que Goethe, de plus anglais que Dickens, Zekre ou Oscar Wilde, de plus russe que Dostoïevski ou de plus scandinave qu'Ibsen. Voilà, cette vidéo donc prend fin. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui portera sur le domaine de la conscience. Avant d'aborder la prochaine vidéo qui sera la dernière de cette série et qui, elle, portera sur les fins dernières de la morale, fin dernière de l'homme, fin dernière de la vie humaine. En attendant, je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir, à bientôt.